Bienvenue dans Petite Ruche, qui est le podcast où j'invite des artistes talentueuses pour pouvoir parler de notre métier et du milieu créatif. Et aujourd'hui, du coup, j'accueille Popoche sur l'épisode. Popoche, du coup, qui est illustratrice et tatoueuse. Je tiens à remercier d'ailleurs la patronnerie chez qui on est toutes les deux. Du coup, on a nos illustrations en vente là-bas et aussi l'endroit où on tourne actuellement, parce que du coup, nous sommes à Paris. Voilà. Du coup, tu fais de l'illustration et du tatouage. Ouais, c'est ça. Ok. Les deux. Est-ce que tu vas me montrer que ça donne le tatouage? Bien sûr, on peut aller voir ça tout de suite, allez. Bah merci. Ben, je t'en prie. Franchement, il est Voilà, trop beau. contente du résultat. Oui. Je vous mettrai des photos. Et pour ceux qui écoutent en audio, du coup, il va falloir aller regarder ça sur YouTube. Tout à fait, vous voulez voir son tatouage, vous êtes obligé. Elle vous le décrira pas. Du coup, au passage, je mets tout un florilège sur YouTube de tes illustrations et de tes tatouages pour voir ton joli art. Est-ce que tu veux te présenter du coup? Ouais, bien sûr. Et ben, je m'appelle Popoche, mais de mon vrai nom Lorraine Pochet. Et comme tu l'as dit, je suis créatrice, illustratrice, tatoueuse depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à dessiner. Bon, je dessine depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon, hein, mais et je tatoue depuis 2023. J'ai acheté ma machine en 2022 et après ouais, j'ai commencé pendant un an un peu à tatouer dans mon coin quoi, et ouais, je tatoue vraiment depuis 2024 on va dire professionnellement, donc c'est encore relativement récent. Okay. Et illustratrice, ouais. Ok, t'as fait des études pour devenir illustratrice? Ouais, alors c'était pas exactement des études pour l'illustration, c'était des études de design graphique, Ok. tout près d'ici, dans une école T'as fait quelle école? qui s'appelle iArtSup. Ah bah oui. Ouais, tu connais? Ah bah ils sont tous aussi, ouais. Voilà. J'ai mon ex qui a fait cette école. C'est vrai. Comment il s'appelle? On dira ça plus tard. Mais ouais, j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était assez long en fait. Maintenant les cursus sont un peu différents, mais à l'époque, car je suis une personne âgée. Non, mais j'y suis rentrée en 2012 et j'ai fait 5 ans, même 6, parce que j'ai fait une année de césure au milieu de mes études. Et voilà, c'est l'équivalent, ils appellent ça un master, c'est pas vraiment un master. Mais voilà, 5 ans d'études. Et à la fin, j'ai fait un diplôme de design d'interaction, design interactif, on appelait ça. Ok. Voilà, c'est un peu centré sur la création. C'est tellement vague, mais c'est plus une méthode de création où on va s'intéresser à l'expérience utilisateur. Ça menait beaucoup de gens vers de la création numérique et moi j'ai un peu pris le truc à rebours et j'ai fait plutôt de la création physique. Et j'ai fait des jeux pour les enfants pour mon projet de fin d'études. Voilà. Mais du coup je dessinais pas tant que ça pendant mes études, je me suis vraiment mis à dessiner en fait après. J'ai fait un voyage d'1 an à la fin de mes études et je me suis dit un dessin par jour pendant 1 an, et quel que soit le résultat, et en fait ça m'a libéré un truc, enfin ouais. Oh, génial. Voilà, donc je suis vraiment illustratrice depuis la fin de mes études en fait. Ok, d'accord. Bah pareil, parce que du coup moi j'ai fait un master aussi à l'ISA. Ah oui, ok, ouais, bien sûr. Je connais des gens aussi. Et du coup j'ai un master de direction artistique, communication 360, numérique, communication 360. C'est un peu ouais, le genre de truc. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on a fait chez nous. Ouais, c'est ça. À la fin, t'es censé être directeur artistique, c'est ça le. Moi aussi, hein, je suis censée avoir un diplôme de DA. Ouais. Et en fait, un peu comme toi, moi j'ai passé du coup mes études pendant le confinement aussi. Ah ouais. Voilà. Et donc mon projet de bachelor licence, je sais plus trop comment on appelle ça, c'était en distanciel. Ah ouais, ok. Et donc c'était vachement frustrant parce que du coup, moi j'avais fait une édition, etc. Et du coup, j'ai dû envoyer un PDF. Oh là là. Donc c'était trop chiant. Et oui, parce qu'on peut dire des gros mots. Très bien, je ne m'en priverai pas. Et en fait, en fin d'année, du coup, on doit faire un projet où pendant 6 mois, on travaille en groupe, etc. sur un projet. Ah, en groupe, ok. Ouais, et on doit monter un truc, etc. Et en fait, les profs voulaient nous mener vers une application, faire un peu de l'UX UI, etc. Et en fait, on est allé là-dedans. Et au bout d'un moment, on s'est regardé, on était genre... Franchement, entre le Covid, le confinement, le machin, on n'a pas marre d'être constamment sur des rendus écran. Venez, on fait un jeu de cartes, on fait un truc vraiment physique et tout, où vraiment on a un joli objet à la fin. On a fait ça, et c'était trop bien. Et vraiment, je me suis dit... Oui, c'est bien, tu préfères le papier en fait. C'est clair. Bah, moi, ça a vraiment été ça, tu vois. Le master que j'ai choisi, parce qu'il y avait 4 trucs différents dans mon école. T'avais vidéo et game design que je savais que je prendrais pas. Enfin, vidéo, c'était plutôt animation d'ailleurs. Animation et game design, mais c'était pas trop ma cam. Et après, il y avait com
et ce qu'on appelait DI, du coup, design d'interaction. Et ouais, j'ai pris le truc à rebours, comme tu dis, en fait, c'est bon, les applis, les sites et tout, enfin, c'est bien les trucs matériels. Et j'avais fait tout un mémoire de recherche sur la synesthésie, et donc, alors, je sais pas si tu... Oui. Ouais, voilà, c'est ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, c'est les connexions neuronales dans le cerveau qui font qu'on peut avoir des mélanges de sens, et donc on va... sentir des couleurs. Ouais, exactement. Oui, voilà, c'est même... Ouais, voilà, la vision et d'autres choses peuvent être liées. Et moi, j'ai ça sur pas mal de trucs. Alors, pas sur la couleur, mais sur le temps. J'ai des cartes pour le temps dans ma tête. Et donc, bref, j'étais partie étudier ça un peu toute seule. Et j'ai fait un jeu qui est censé aider les enfants à développer des petites connexions comme ça synesthésiques. Parce qu'en fait, souvent, ça arrive un peu par hasard, mais c'est pas vraiment le hasard, vraiment. En fait, les enfants, ils ont des jouets qui valent... un peu inconsciemment les amener à associer des couleurs et des lettres ou des couleurs et des chiffres et en fait ça aide vachement le développement de la mémoire. Et voilà, j'avais étudié tout ça et j'avais fait un petit jeu de cartes, pareil du coup comme toi, tu vois. Et sans vouloir me vanter, j'avais eu la meilleure note. Voilà. Non mais j'étais contente, je pense que le jury... Moi aussi j'avais eu la meilleure. Voilà. Non mais parce que je pense que bon déjà je connaissais mon sujet vraiment sur le bout des doigts. Ouais. Paradoxalement, l'école m'avait pas tellement encouragée à aller dans cette voie, tu vois. Les profs étaient vraiment, comme tu disais, quoi, faites une application. Et dans un sens, je comprends. Le but du directeur, c'est qu'à la fin, t'aies un métier. Et donc, plus tu vas dans des trucs. Avoir un bon taux à la sortie. Voilà, tu vois, avoir la date de demande. Je pense que mon jeu, c'est sûr que je sais pas si c'était professionnalisant, mais. En tout cas, le jury avait trouvé ça bien et les gens qui étaient venus... Par rapport à la synesthésie, moi j'avais vu justement qu'il y a énormément d'enfants qui avaient ce truc-là justement de sentir des couleurs et tout ça, et que ça s'arrêtait beaucoup au passage au CP. On commence à avoir du papier blanc avec des lettres noires plutôt que des alphabets avec des animaux tout multicolores, etc. Et qu'en fait on bloquait un peu trop tôt l'accès à la couleur et au sens et même au créatif tout court en fait. Ouais c'est clair. Le lien avec la couleur, c'est la plus répandue. En fait des synesthésies il y en a énormément. La plus connue et la plus répandue c'est ça, c'est voir les lettres en couleur. Et en fait t'as des tas de mecs qui ont fait des études là-dessus. Normalement en Angleterre je me souviens des gars qui avaient fait une corrélation entre... Ils demandent à plein de gens qui ont une synesthésie comme ça, qui voient des lettres en couleur, et puis ils leur disent ok, le A c'est quelle couleur, le B c'est quelle couleur, et ils avaient repéré que ça revenait, les mêmes couleurs revenaient pour beaucoup de gens qui venaient pas du tout des mêmes milieux, donc ça paraissait étonnant. Et en fait, ils avaient tous eu un petit jeu de lettres à mettre sur le frigo, tu vois, des magnets qui étaient ces couleurs-là, et ils avaient fait le lien entre les deux. Donc c'est sûr que c'est ce genre d'outil pour les enfants, c'est super. Moi, quand je vois l'alphabet dans ma tête, je vois une frise et elle est en angle parce que dans ma salle de grande section de maternelle, il y avait la frise au mur avec l'angle et donc j'ai toutes les lettres et il se passe un truc au niveau de SOPQRT. Je peux pas le voir dans ma tête parce que c'est dans l'angle. Du coup, c'est le bordel. Donc, je suis obligée de me dire dans ma tête LMNOPQ si je veux l'ordre. Enfin, que tous les autres, c'est plus ou moins je le vois dans ma tête, quoi. Je vois la frise. Bon, c'est le genre de truc d'apprentissage. Ouais, après, c'est imprimé. C'est comme ça que la mémoire s'est développée. Puis... Et du coup, t'as fait de l'illustration et ensuite du tatouage ? Ouais, j'ai commencé... En fait, j'ai toujours dessiné. J'ai fait un bac art plastique, option lourde, on appelait ça. Alors, maintenant, ça doit plus avoir le même nom, mais j'avais 6 heures d'art plastique. J'avais 5 heures d'art plastique par semaine. Après le bac, mes parents m'ont conseillé de faire du droit, en disant après le littéraire, peut-être le droit c'est la bonne chose pour toi, quoi. Et j'ai fait un an de droit qui n'était pas la bonne chose pour moi. C'était pas inintéressant, mais j'ai vite compris que ça allait me diriger vers une carrière où je serais assis derrière un bureau tous les jours de ma vie jusqu'à ma retraite, et j'ai senti tout de suite que ça allait pas le faire, même si le droit c'était intéressant en soi, et je conseille à tout le monde de s'intéresser au droit. C'est intéressant, c'est ce qui gère notre société. Ça a dû te servir après, en vrai. Ça m'a servi. Niveau pas après, c'est même niveau droit après, quand t'es à ton compte. Complètement, non mais grave, et puis même après, on en reparlera pour mon engagement politique, quoi, qui fait partie intégrante de mon art. Je trouve ça fou que les gens n'aient pas de cours de droit. Vraiment, c'est littéralement les règles de la société, quoi. Ça et l'économie, je comprends pas pourquoi c'est pas... peut-être pas dès le CP, mais voilà, je pense que ça pourrait être dans le cursus général. Et en fait, j'ai arrêté de dessiner, paradoxalement, en entrant en études d'art, ce qui paraît un peu fou, mais dans mon école, on poussait pas tellement au dessin. Il y avait la première année avait un peu de cours de dessin, et puis je sais pas comment c'était pour toi, mais en fait, pour devenir directeur artistique, on considère pas que tu aies besoin de savoir vraiment dessiner. C'est deux métiers différents. Et si vous voulez vous orienter là-dedans, sachez-le, ce n'est pas une école d'art. C'est autre chose. Tu apprends des concepts qui sont liés à l'art, parce que de la colorimétrie, de la mise en page, moi je trouve ça tellement utile de savoir dessiner. Puis je commence toujours par un crayon et un papier, quoi que je fasse. De toute façon, moi je sais pas faire autrement. Quand j'ai fini mes études, je suis partie 1 an en voyage.
autour du monde, quoi. Je suis allée en Inde, je suis allée au Maroc et je suis allée en Finlande. Et voilà, pendant 1 an, je me suis dit un dessin par jour tous les ans. Et c'est là que j'ai vraiment recommencé à dessiner. Et c'est là que je me suis dit que ouais, j'avais vraiment envie de faire ça tous les jours, quoi. Ça me convenait bien, mais j'avais encore quand même un gros manque de confiance dans comment je dessinais, tu vois. Je dessinais d'après photo et j'avais toujours un peu ce truc de... je sais pas, il faut faire un beau dessin, je sais pas bien dessiner. Et pour devenir tatoueuse, il a fallu que je lâche un peu prise là-dessus. Parce qu'en fait, je sentais que je pourrais pas tatouer un truc qui viendrait vraiment de moi. Ouais. Et donc, je me suis mis à faire des petits croquis, trucs pas terribles, mais qui venaient vraiment comme ça venait comme ça sortait comme ça. Et en fait, c'est ça qui est devenu mon style de tatoueuse. Et en fait, c'est ça qui est devenu aussi mon style d'illustratrice maintenant. Parce que tu fais tous tes flashs. Ouais, je dessine tout et en fait c'est très lié à ce que je vends aussi en illustration. Enfin, mais il a vraiment fallu tellement de temps avant que je me dise que c'était un truc qui pouvait intéresser les gens et que j'étais juste légitime à dessiner comme ça venait et que ça trouverait sa cible, quoi. Et est-ce que t'es contente d'avoir justement 2 métiers au final ? Ouais, complètement. Alors en fait, j'ai plus que 2 métiers. Mais tu le sais, quand t'es illustrateur et qu'il faut vendre tes illustrations, tu es aussi marchande, tu es comptable, tu es community manager de ma page Instagram. Ouais. Les études de design, au final, c'est utile. Fait que du coup, tu peux faire ton logo, tu peux faire ta com, tu peux faire tout ça. Et finalement, tu t'y retrouves, même si t'as pas fait d'art, en fait, t'as appris à monter ton entreprise. Ouais, 2 métiers, 3 métiers, j'aime bien. Et j'aime bien ne pas faire la même chose tous les jours. Ok. C'est aussi pour ça que je me suis mis en indépendante. Je trouve ça trop cool parce que, je trouve que quand on cherche sa voie, quand on est au collège, au lycée, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et en fait, on te parle pas du tout de la possibilité de faire plusieurs métiers. Ouais, c'est vrai. Alors que, même quand tu regardes, je sais pas, les fiches Wikipédia de plein de personnes, c'est que des personnes qui ont plein d'activités. Ouais, c'est vrai. Et alors que quand on fait nos études, on nous dit t'auras un métier. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est il y en a vrai. plein qui en ont plusieurs et qui sont très satisfaits de ça, quoi. Il y a le cas de personnes qui ont du coup le job alimentaire à côté de travail, mais c'est plus une des raisons financières la plupart du temps. Mais il y en a aussi, comme toi, qui ont plaisir à avoir plusieurs métiers, quoi. Surtout quand du coup c'est 2 métiers où t'es la patronne dans les 2 cas, quoi. C'est vrai. C'est très cool. Ouais. Non, c'est vrai complètement. Moi, c'est sûr que c'est venu de... Je me lasse de faire des choses à répétition. Ouais. J'ai tendance à vraiment toujours aller vers la nouveauté. Et les projets, c'est un peu bizarre, les projets courts, j'ai un attrait pour la nouveauté, quoi. J'aime démarrer un projet plutôt que passer 6 ans sur un truc. Mes dessins, j'ai besoin qu'ils soient faits relativement rapidement. Ouais. Je peux vite me lasser. Le tatouage, je fais jamais des grosses pièces, c'est pas le genre de truc que j'aime faire. Et avoir plusieurs métiers, ça permet de toujours se renouveler, de toujours faire des choses nouvelles. Parfois, l'année dernière, j'ai quasiment pas tatoué pendant 1 an parce que je suis partie à l'étranger, et puis j'avais d'autres trucs, et puis j'essayais de monter l'illustration, mon entreprise de vente d'illustration. Et je pouvais pas tout faire en même temps, mais ça me dérange pas de faire une pause 1 an, puis de revenir, et puis tu vois, là, mener les 2 de front, c'est un peu nouveau, mais ça, pour le moment, ça va tout vrai. Et du coup, pour l'illustration, c'est que de la vente d'affiches? T'as pas des contrats avec des clients pour non. l'édition, des choses comme ça? Non, j'ai pas trop ça. C'est vrai que d'avoir fait un peu de freelance à la fin de mes études et même pendant mon master, ça m'a rendue frileuse à travailler avec des clients. Ouais. C'est d'autres contraintes que je gère moins bien. J'en sais rien, mais négocier un prix, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont relate à ça. C'est dur d'aller donner une valeur à ce qu'on fait. Ouais. Et ensuite, c'est dur d'aller la défendre quand quelqu'un te dit « Je crois pas que tu vaux ça, en fait. Ouais. Je crois que tu vaux ça, et dans tous les cas, moi, je vais te donner ça. » Et j'ai déjà eu des trucs où, à la fin d'une mission, quand j'étais encore étudiante, tu vois, et des mecs m'ont dit « Non, en fait, on va te donner la moitié. » Voilà. Et c'est genre « Ah c'est super, et je peux faire quoi ? Rien, tu peux juste rien faire. Enfin, t'avais pas signé de devis ou quoi ? Si, mais tu vois, après, je savais même pas comment faire pour aller réclamer. Tu vois, les mecs, ils m'ont dit « Oui, c'est pas vraiment ce qu'on a demandé, c'est moins bien. » Enfin, non, c'est ça, quoi, genre... Bon, donc ça m'a un peu fatiguée. Ouais, je comprends. Et puis, c'était pas des contrats d'illustration. C'était, à l'époque, je faisais encore un peu du X et tout. Je l'ai fait pour des copains, par exemple. J'ai fait des cadeaux de Noël pour un copain qui m'a dit « Je voudrais moi et un de mes potes en banane. » Aucun problème, ça, quand tu veux. Et donc ça, c'est cool, tu vois. Ça me plaît bien. Pareil pour des... Enfin, des fois, les gens me demandent des petites commissions comme ça, et ça, j'aime bien. Et je le ferai volontiers plus. Mais c'est vrai qu'avec une boîte, non, tu vois, j'ai pas... Et on me l'a pas proposé. Bon, je vais démarcher personne, et personne n'est encore venu me voir en me disant « On adore ce que tu
tu fais, tu voudrais pas nous faire une affiche. Je l'ai fait, tu me diras, je l'ai fait encore il y a 1 an et demi. Et c'était pénible. C'était vraiment beaucoup d'allers-retours. J'avais fait un truc. Et oui, mais en fait, le directeur, il voudrait qu'il y ait les burgers en gros comme ça. Je dis, bon, enfin, en fait, c'est chiant, quoi. Dites-le au début, sinon. J'aime pas ce truc où t'as plein d'échanges. Et puis, il y a un côté, enfin bon, je vais pas dire malhonnête, parce que je pense que les gens. J'ai du mal à croire que les gens sont malhonnêtes. Mais je pense soit ils sont mal organisés, soit ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, tu vois. Ils sont mal organisés. Je pense que c'est surtout ça. Et puis, c'est pas forcément eux aussi qui ont le dernier mot. Donc, ils font le relais entre toi et leur patron, par exemple. Et puis, en fait, le chef, il voit, non, c'est pas ça qu'on veut. Et puis, il faut les logos plus gros. Enfin, tu vois, c'est toujours ce genre de truc. Ouais. Donc, non, pour le moment, non. Mais non, de vente d'illustration, du coup, ça, pour le moment, ça suffit comme ça, ouais. Bah ouais, c'est justement parce que j'étais en alternance pendant mes 2 dernières années d'études. Ok, ouais. Où, du coup, j'avais un patron. Ok. Et j'étais... Dans quoi t'étais en alternance? J'étais en tant que graphiste, j'ai fait 1 an dans le jeu vidéo et 1 an dans la food vegan. Ok. À Paris, du coup, tu faisais... Ouais. Ok. À Paris, et du coup, j'ai travaillé pour Ubisoft pendant 1 an. Ah, c'était Ubisoft, ouais. Et, mais c'était pendant le confinement, donc c'était du distanciel. Oui. Et du coup, j'ai vraiment... Il y en a plein qui m'ont dit, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des soucis, des machins et tout? Et en fait, non, pas du tout, parce que, en gros, j'ai travaillé sur le jeu Adibou qui est sorti en 2022, je crois. T'avais joué J'avais joué. Ok, tu n'es Et pas... du coup, c'était une réédition. Et donc, pendant 1 an, j'avais pas le droit de dire ce que je faisais. Ah, j'étais sous contrat, du coup. Wow, ok. C'était une réédition. Et en fait, ce qui est cool, c'est que le créateur de Adipo, il a vendu le jeu à Ubisoft, mais il a gardé les droits. Et donc en fait, il a un droit de regard par rapport à ça, etc. Et donc en fait, c'est avec lui que je travaillais. Ok, parce que tu faisais les designs alors, vraiment? Les décors, les petits objets qui bougent, des trucs comme ça. C'est cool. Franchement. Et j'ai passé 1 an à faire ça et tout. Et franchement, j'ai passé 4 mois dans une boîte de coaching, formation de je sais pas quoi. Genre, j'ai besoin d'une alternance. C'est tout et n'importe quoi. Au bout de 4 mois, ils m'ont dit ouais, mais au final, en fait, on se rend compte qu'un alternance, c'est galère parce qu'il doit aller en cours et tout. Donc on te tège et on va prendre un CDI à la place. Non, mais oui. Sauf que l'école, elle m'a fait du coup, t'as quelques semaines pour retrouver une alternance parce que il faut bien que quelqu'un paye ton école, Et donc j'ai retrouvé ça. Et j'étais là, genre, franchement, un mal pour un gars. T'as fait les 2 ans, non, tu disais, t'as fait de la food vegan, c'était encore autre chose? Oui, c'était encore. Parce que j'ai fait 4 mois, 1 an, et après j'ai refait 1 an du coup. Parce que j'ai fait une alternance du coup qui a duré quasiment 2 ans et demi finalement. Ça a dépassé un peu. Et ensuite j'ai fait 1 an de la food vegan. Et la food vegan, du coup, c'était une start-up. Et donc, graphiste alternant start-up, vraiment sans parler du fait que j'étais au SMIC du SMIC des alternants, genre je touchais 700 € par mois, un truc comme ça. Et, mon Dieu. Et vraiment, et je travaillais les week-ends, et j'ai repeint les chiottes, j'ai refait la déco du bureau et tout, parce qu'elle a le sens du design, tout ça. Et en vrai, limite, ça me faisait plus plaisir que ce que je faisais réellement comme taf, parce qu'en fait... Ça fait que pendant 1 an, j'ai travaillé avec le même logo d'entreprise, la même charte, le même machin, parce que du coup, t'es graphiste pour le... Oui, c'est ça. Mais alors, c'est ça que j'allais te dire. Moi, c'est aussi ça, le truc de bosser avec des clients. Et donc, en fait, pendant 1 an, c'était le même patron, le même logo, la même charte, les mêmes flyers, les mêmes machins. Et en fait, j'étais là, mais j'en peux plus, je veux faire des missions différentes, en fait. C'est l'enfer d'avoir constamment la même chose. Enfin, tu crées pas, quoi. Tu es un robot. C'est le problème entre graphiste et des directeurs artistiques. On va dire le graphiste, c'est un exécutant. En fait, il a pas de vision. Et donc, ça aussi, on te le dit pas trop fort quand tu rentres en école. Non, tu vas être directeur artistique, tu vas tout faire, c'est super. Non, directeur artistique, ils ont 10 ans d'expérience en graphiste avant de devenir directeur. Après, moi, j'ai fait directrice artistique, du coup, chez Showroom Privé. En gros, quand je suis revenue de mon voyage au bout du monde, je me suis dit, c'est la vraie vie qui démarre. Je vais rentrer dans le monde du travail, ça va être super. Donc, je me suis trouvé un travail. Bon, déjà, je voulais pas être à Paris. Les circonstances ont fait que je me suis retrouvée à Paris. Donc, j'ai trouvé un boulot. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai postulé pour ce boulot-là. Et une pote avec qui j'avais fait un stage pendant mon année de césure m'a appelée. Elle m'a dit, t'es au courant, tu postules pour le bureau à côté du mien, là, dans la même équipe et tout. J'étais une fille avec qui j'avais adoré travailler, qui est géniale, qui a un super binôme de boulot. Donc, je suis là, oh, pitié que j'ai le travail. Et donc, j'ai rencontré pour l'interview ma manager, enfin, celle qui allait être ma nouvelle manageuse, qui était géniale aussi. Et donc, j'ai eu le job. Donc, j'étais super contente. Et
Et donc j'ai fait de la direction artistique dans le monde de la mode, quoi. Donc c'était création de visuels pour les ventes sur showroom privé. Je sais pas si tu vois comment ça fonctionne, c'est des ventes privées. Donc les mecs, ils ont des contrats avec des marques et ils te disent, voilà, nous voulons faire une vente de chaussures. C'était cool, mais c'est vrai que pareil, je ne me voyais pas faire ça tout le temps. Il y avait l'idée d'être créatif, mais en même temps, c'était toujours au sein d'une boîte. Je suis partie au bout de 9 mois, mais... T'en as profité pour faire quoi pendant le Covid, du coup? Le Covid, déjà j'ai travaillé pendant le premier confinement, donc j'étais chez showroom privé, c'était trop bien. Donc le premier confinement, j'étais en télétravail 100%, quoi. J'ai pas du tout eu de chômage technique, on a bossé. Alors nous on a bien bossé. J'imagine que la vente à distance, tu vois, ça a bien marché le grand confinement. Donc nous on était plutôt bien. J'ai postulé sur Facebook à une annonce d'une meucheuse, donc les meucheurs, c'est ceux qui élèvent des chiens de traîneau. Et donc j'ai postulé et j'ai été prise pour accompagner cette éleveuse de chiens en Suède, donc en 2021, après le second confinement. Donc je suis partie de décembre à mars. Et donc là, rien à voir, j'ai fait 2400 km de traîneau. Pendant 3 mois, j'ai élevé des chiens, pas du tout fait de... Et en fait, en parallèle, j'avais lancé ma page Instagram Popoche, officiellement, plus ou moins, pendant le second confinement. Du coup, j'ai élevé des chiens et fait du dessin. Et c'est là que j'ai gagné... La grosse partie de mes premiers followers, ils viennent de cette période-là, quoi. Pendant 3 mois. Je sais pas comment c'était pour toi, le confinement, si t'avais une page Insta déjà, si tu me des illus, mais il y a eu un grand moment d'effervescence où... Très peu. Ah ouais. Franchement, très peu. Moi, je suis vraiment arrivée après la vague. Ah ouais, parce que ça a été un grand... Enfin, ça a été un moment. Moi, je vois bien que il y a plein de créatrices que je suis maintenant, d'illustratrices, je sais qu'elles ont on a tout commencé plus ou moins en même temps, un peu à ce moment-là. Et ouais, du coup, pendant 3 mois, j'ai fait ça. Donc ça n'avait vraiment plus rien à voir. Et après, pendant longtemps, ça n'a eu plus rien à voir parce que ça m'a fait partir en Scandinavie. Et j'étais en Scandinavie jusqu'à septembre 2023, tu vois. Je suis rentrée en France il y a 2 ans. Et c'est là que j'ai vraiment lancé le tatouage et les marchés, la vente d'illustration, vraiment à fond, quoi. Ouais. Donc non, j'ai fait un peu des virages. Mais parce que du coup, quand on pense illustratrice, surtout illustratrice freelance, on pense vraiment à quelqu'un qui travaille soit derrière son bureau, mais en tout cas très solitaire. Mais au final, entre les marchés et les tatouages, toi, tu dois voir des gens tout le temps au final. Ouais, au marché, c'est ce que je préfère. Ouais. Franchement, après, quand j'étais en Scandinavie, après avoir élevé des chiens, j'ai travaillé 2 ans dans une boutique souvenir. Ouais. Donc j'étais vraiment à la vente, quoi. Je voyais des clients tout le temps dans le tourisme. Et en vrai, j'adore ça. J'adore parler aux gens. J'ai un bon contact, tu vois, avec les clients. Bon, après, vendre des souvenirs, c'est pas pareil que vendre ses propres illustrations. Vendre ses propres illustrations, c'est génial. T'as un retour des gens. C'est vraiment mon plus grand bonheur dans la vie, c'est être assis derrière ma petite table et les gens, ils regardent mes jeux de mots et ils sont morts de rire et ils se montrent les illus et tout. Ça, vraiment, ça fait du bien, quoi. C'est mieux que le psy, hein, vraiment. Genre, tu te dis, ok, ça va, quoi. Ça touche les gens et ça les fait marrer. Parce que, comme tu dis, tu fais tes dessins derrière ton bureau, puis t'es là, je montre à mon mec, c'est rigolo, ça ou pas? ouais, ok, bon. Non, j'espère que ça plaira aux gens aussi, tu vois. Bah ouais, pareil, hein. Franchement, des fois, je fais des trucs et je suis là, genre, bon, je peux pas avoir trop de retours. Mon mec, c'est pas du tout un artiste, donc je lui montre et il aime bien parce que c'est moi. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est avoir réparé. Ouais. Et après, quand sur les marchés, il y en a qui l'achètent et je vois que les trucs fonctionnent bien. Ou même qu'il y a des filles qui viennent et qui fassent alors celle-ci est dans le salon, celle-ci est c'est trop voilà, ça c'est génial. Ouais, trop bien. Ouais, les gens qui reviennent qui me disent alors on vous a déjà dans le salon, on va reprendre. L'autre jour, il y a une dame qui est passée avec ses enfants et qui m'a dit j'en ai une de vous chez nous. Bon, je regarde vite pendant que mon mec est pas là parce que déjà quand je l'ai mis dans le salon, il était pas méga chaud mais il sait pas qu'on va en remettre et tout. J'étais yes. Prendre la maison c'est partagé, c'est pour tout le monde, il faut en mettre aussi pour vous. Moi qui vis à la campagne, vraiment quand je travaille à la maison, je vois personne quoi. C'est vrai que enfin vraiment à part mon compagnon, on vit dans un village de 100 habitants. Moi je suis à 45 minutes de voiture de Nancy, donc autour c'est plutôt des petits villages. À Nancy maintenant on a un collectif d'artistes et ça c'est trop bien, du coup on peut se voir et on échange et ça change aussi beaucoup la donne. Nous c'est pour ça qu'on a monté les Illupotes aussi, parce que on parlait tout le temps et qu'on était là genre les filles on est chacune dans le salon, venez on fait un truc ensemble. Ouais, c'est clair. Au marché c'est ça qui est cool aussi, au marché tu croises les créateurs aussi quoi. Moi j'aime trop aller parler et des gens qui font pas du tout la même chose que moi quoi. Dans les marchés t'as plein de trucs. Tu fais sur les trucs Illupotes avec une meuf qui est à la retraite fait ses propres sacs et qui fait des petits marchés dans des résidences pour personnes âgées où vraiment elles vont ces petits sacs et tout et la famille elles sont trop contentes d'avoir quelqu'un de leur âge qui leur vend des sacs. Ma grand-mère elle vendait des bijoux en boutons sur des marchés tu vois. Alors c'était pas elle faisait vraiment ça pour le plaisir tu vois, elle chinait d'abord, elle allait en brocante, elle achetait des dizaines et des dizaines de caisses de boutons, elle triait
Et après, elle faisait ses colliers et elle en vendait sur des marchés. Elle était en Bourgogne. Je sais pas combien elle en a fait parce que je me souviens pas l'avoir vu vraiment moi sur des marchés. Mais maintenant, c'est moi qui ai récupéré toute la collection de boutons. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'en ai des milliers, mais des dizaines de milliers. Je pense vraiment. Bon, un jour, ça servira. J'aimerais bien faire un truc, mais ouais. Et rien à voir, mais du coup, pour être tatoueuse, t'as une formation qui est obligatoire ou t'as des trucs obligatoires? Ouais, en France, t'as un truc obligatoire, c'est la formation hygiène et salubrité. Ok. Ça dure 2-3 jours dans mon souvenir. Ça coûte 500 balles. Ça coûtait 500 balles. Bah, c'est les règles d'hygiène. Donc, il y a effraction cutanée, comme on dit. Donc, on rentre sous la peau. Et ça donne pas mal de responsabilités pour éviter les risques infectieux et les trucs comme ça. Il faut l'afficher pour que les gens sachent qu'on l'a fait. Ensuite, il faut savoir tatouer. Et alors ça, il y a 2 manières. Soit tu fais un apprentissage dans un salon avec un mec qui est tatoueur. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école pour apprendre à tatouer. Il y a peut-être des mecs maintenant qui ont monté des trucs, mais c'est vraiment pas... Ouais, tu peux pas faire ça comme tu ferais une école pour être directeur artistique. Ce qui est bon, parce que je pense qu'il y aurait... À mon avis, il y aurait de la demande. Peut-être qu'il y a un créneau à prendre, mais... Après, il y a beaucoup de tatoueurs qui me disent que là, c'est en train de... Ils ont de moins en moins de personnes qui leur passent commande, quand même. Moi, j'entends beaucoup ça aussi, mais j'entends aussi beaucoup l'inverse. En fait, j'ai ma propre théorie, mais j'en sais rien. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est vraiment moi avec juste mes lunettes à moi, quoi. Mais il y a plus de gens qui font du tatouage. L'offre du tatouage, elle est hyper diversifiée par rapport à il y a 10, 15, 20, 30 ans, tu vois. Maintenant, t'as plein de tatoueurs. Les gens veulent moins ce genre de tatou plus tradit qui existait avant. Donc je pense que la demande est différente et du coup les gens que je connais qui disent j'ai plus de clients, soit c'est des gens qui tatouent un peu dans tous les styles ou alors c'est des gens qui sont dans un style qui intéresse moins ou plus maintenant. Et je pense que eux, je connais des gens qui reprennent des boulots, mais les artistes que je connais qui ont un style à eux, qui font leur dessin et tout, je le connais, mais ils iront pas chercher un boulot, quoi. Ça cartonne pour eux, ça cartonne. Et puis après, il y a des problèmes de loyer, de machin, enfin voilà, le coût de la vie est cher. Dans la France de Macron, tout coûte cher, donc j'ai eu l'impression de réapprendre à dessiner en apprenant à tatouer. Sachant que moi j'ai appris toute seule, j'avais pas quelqu'un pour m'apprendre. Je me suis dit, t'as des vidéos sur YouTube, enfin tu vois, c'est comme tout, tu peux... tester sur des fausses... Des fausses peaux et tout. Moi je suis repartie, donc j'habitais en Norvège, j'ai acheté ma machine en France, je suis repartie en Norvège. Je connais des gens qui tatouent, donc j'ai aussi pu demander un peu des conseils et tout. Mais c'est vraiment pas facile. La peau, c'est une matière vivante, elle bouge, elle s'étire et tout, donc c'est vraiment pas pareil. T'as évoqué avant le fait que toi, tu politises du coup beaucoup tes illustrations. Tout à fait. Avec beaucoup des messages féministes, Je crois que tu es de gauche, hein, on le dit. Je crois qu'il y a un indice un peu. D'extrême gauche, d'ultra gauche, de la mort qui tue. Maintenant on dit, mais ouais. Ah ouais, oui, alors c'est vrai que... Ça t'a déjà posé problème, que ce soit sur Insta ou pour trouver des clients ou quoi que ce soit? Ouais. Ça te cible des personnes? C'est un peu les deux. Ça me pose... Alors ça m'a jamais posé problème. Les nazis ne m'ont toujours pas trouvé. Je suis très contente. Jamais de cyberharcèlement. J'espère que c'est pas le moment où ça va faire. Ah ouais, bah... Ça va arriver le mois d'ennemi. C'est vrai. Ah putain, horrible. Ah merde, c'est affreux. Bah je suis désolée. Ah vraiment. Non mais franchement, je sais pas comment. C'est un petit miracle, mais... Non, ça ne m'a jamais posé, en tout cas, ce genre de problème. Ça m'est déjà arrivé une fois, et les gens avec qui j'avais fait l'affiche, et il y avait eu des tas de retours là. Okay. La fille qui m'avait contactée, elle était hyper sympa, elle aimait bien mon travail et tout. Elle me propose une place pour avoir un stand de marché, du coup, sur cet événement-là. Et comme ça, en faisant l'affiche, en gros, je payais pas mon stand, c'était ça le truc. Et elle m'écrit, elle me dit, oui, alors, je suis vraiment désolée, mais quelqu'un a fait remonter à mon directeur que peut-être il y aurait des antifas qui exposeraient. Et donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas ce que je fais, j'ai un sticker qui disait l'arme de Sas à consommer sans modération. Et elle m'a dit ouais, alors celui-là peut-être il faudrait le cacher. Et puis, bon, est-ce que j'envoie chier tout ce truc? Et je dis bon, vous savez quoi, si vous voulez pas de moi, je vais juste aller faire autre chose. Et l'argument c'était oui, mais si les fascistes ils viennent et puis ils sont pas contents, ils cassent tout. Je dis bah j'en sais rien, enfin c'est pas à vous d'avoir une sécurité et de protéger les artistes. Bon, ça m'avait un peu saoulée, j'en veux pas à elle. Non, sinon effectivement les gens ils savent très bien qui je suis et c'est aussi mon point fort quoi. Les gens qui achètent chez moi, ils veulent acheter des trucs antifascistes, féministes. C'est pour ça qu'ils viennent se faire tatouer par moi, c'est pour ça qu'ils achètent mes illustrations. J'ai les deux, hein. J'ai des élus qui sont pas du tout politisés, qui plaisent aussi, tu vois. Pour la petite couronne, j'avoue que voilà, je n'ai pas pris beaucoup de risques politiquement parlant. Mais aujourd'hui, j'ai tatoué 2 canards avec des signes d'anarchistes et marqué fuck patriarchis et smash capitalisme. Donc il y a aussi des gens qui viennent parce que ils veulent vraiment dire ça. Pas violent ce que je fais, tu vois, mais pour certaines personnes, c'est déjà trop quoi. Genre, c'est déjà. Et puis ma maman, elle aimerait bien que je fasse moins de trucs. L'autre jour au téléphone, elle m'a dit il faut arrêter les trucs politiques et tout. Je dis
Non. Ouais, pareil, ma mère, je me suis mise à faire des petites bandes dessinées féministes. Ouais. Et je me suis pris une vague de masculins. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas du tout la première fois que je fais des idées féministes. Mais ça a toujours été dans ma communauté. Ma communauté, c'est des artistes féministes. Mais parce que t'as eu beaucoup de... Ça c'est parti dans les tuyaux d'Instagram. Ça a explosé. Ah ouais. Ça a fait 900 000 vues. Pour un carrousel, c'est beaucoup. Ah la vache. Oui, même pas une vidéo. Pas une vidéo. Et vraiment, et en fait, j'ai vu que le truc grandissait. J'étais là, genre trop bien. Je suis allée dormir, je me suis réveillée. Il y avait écrit genre plus 100 commentaires, tu vois, enfin, plus 99, tu vois, ça comptait plus. J'étais genre, oh waouh! Ils sont tous amusés à répondre à toutes les meufs, genre vraiment à m'envoyer des DM, à m'insulter, à me menacer, à machin et tout. Je à cette époque. Et franchement, il y avait des messages, mais lunaire. Et c'était que des commentaires ou genre des gens t'ont écrit aussi Non, on m'a écrit aussi. Putain. On m'a écrit en disant qu'on allait me brûler, enfin que de toute manière j'allais finir en enfer, que machin, enfin que je devais retourner dans la cuisine, enfin et tout. Oui, évidemment. Il y en a plein qui ont dit que la chasse aux sorcières c'était une théorie des complots et qu'en fait c'était pour victimiser les femmes, mais que les hommes avaient jamais fait ça. Ils font exactement ça, c'est jamais les mecs ils voient pas la méta, ils sont... Bah c'est fou quoi. Ils font exactement ce qu'ils disent qu'il existe. Il y a eu genre 200 commentaires de masculins. Et donc j'ai dû les bloquer tous un à un comme ça. Ouais. Et plusieurs nuits d'affilée, il y en a qui revenaient, qui recréaient des comptes, qui refaisaient des machins, des trucs et tout. Et ça allait, t'as géré ça. Et il y en a où c'était complètement lunaire, donc c'était limite rigolo. Ouais. J'étais là genre, t'imagines, il dit que son enfant il tétera pas le sein pour pas qu'elle devienne lesbienne. Ouais, c'est créatif. Et puis quand c'était des menaces de mort ou des trucs comme ça, j'étais plus là genre, oula. Donc j'ai arrêté un peu mon Insta à ce moment-là. Parce que du coup j'avais des abonnés qui augmentaient, mais en fait je passais des heures à faire le tri quoi. Et donc là je retourne sur des choses un peu plus soft. T'as combien d'abonnés sur Insta ? 15 000. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus genre... Quand je l'ai sorti, j'étais à 11 000. Et ma mère, quand elle a vu ça, bah, elle était d'accord avec mes propos en soi. Mes propos. Ok, mes propos. Mais elle disait, par contre, remets quand même un peu tes illustrations, faut pas que ça devienne un compte trop politisé, tout ça. Mais parce que limite, elle avait peur pour moi, elle était là genre... par rapport aux clients, par rapport à tout ça, t'es sûre que mettre que du féminisme? Parce que toi, du coup, t'as des clients, toi, tu fais des yeux pour des gens. Ouais, mais je travaille, là récemment, j'ai travaillé pour un bouquin de stickers pour enfants. T'as pas intérêt à mettre des trucs féministes dedans, tu vas pas féminiser les enfants, j'espère. Pas de politique dans mon enfant. Ah, mais c'est les cozy crimes, c'est des petits chats, tu vois, qui cherchent des empreintes de pas forcément des trucs. On m'a beaucoup dit que c'était important pour une illustratrice d'avoir sa patte. Et en fait, au final, celle qui signe le plus de contrats, après, c'est vraiment ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a plein d'illustratrices qui sont pas sur les réseaux. Oui, ça va aussi. On est biaisé un peu par ça. Mais elles ont des styles très très neutres et lisses, quoi. Ouais. Je vois des gens qui ont des styles super affirmés et qui quand même font... Enfin, tu vois, ont des contrats. Il y avait Justine Chanal. J'ai acheté 200 de ses timbres et après, je l'ai rencontrée à Paris et c'était trop. Je disais, ah, c'est toi qui fais les timbres. Et elle a un style vraiment, tu vois, et je pense qu'aussi on va la chercher pour ça. Alors c'était tourné sur les personnes âgées, elle fait des illustrations, les personnes, tu vois, qui sont complètement visibilisées, tu vois, des femmes de plus de 60 ans. Et elle les dessine à la piscine, dans les bouées, moi j'aime trop, tu vois, genre en mode, elles font des trucs, elles ont des vies actives, enfin, elle avait été contactée par la poste, tu vois, pour faire des illus. Mais ça dépend, je pense, pourquoi et pour qui tu bosses, parce qu'effectivement, quand tu bosses pour des marques, au moins personne vient me chercher, je pense que personne viendra me chercher pour un truc vraiment pro, mais je cherche pas ça, donc il y a pas de problème, tu vois. Et bon, moi je fais de l'art engagé, mais je pense quoi que tu fasses comme forme d'art. Est-ce que toi, du coup, t'es l'artiste de la famille ou quoi? Ouais, complètement. Ouais. Ah, bah, en tout cas, de ma famille, genre mes frères et mes parents, c'est sûr. Ouais. Mes parents, ils dessinent pas, ils sont pas artistes, et mes frères, ils sont tous profs ou ingénieurs. Mes proches, non, mes parents, ils avaient pas du tout idée de ce que pouvait être une carrière artistique, ils m'ont pas tellement poussé là-dedans, mais ils m'ont pas freiné non plus. Enfin, quand ils ont compris que c'était ça que j'allais faire, ils ont payé mes études de design, ils m'ont complètement donné les coups des franches. Mais je pense que c'est toujours inquiétant pour eux d'imaginer comment on peut vivre de ça, tu vois. Je trouve que l'éducation par rapport à l'art aussi, c'est... Ah, par contre, ils m'ont complètement amené ça, tu vois. Désolée, quand je parlais d'éducation, c'est plus genre au collège-lycée, quand tu sais, tu cherches, tu fais des tests pour pouvoir savoir quel métier, machin. Et quand t'as une fibre artistique, tu vois, on te met des cours d'intérieur, prof d'art plastique, tu vois. Il y a pas genre... illustratrice freelance, Bon, mes parents, c'est sûr qu'ils connaissaient pas ce genre de métier. Je sais même pas vraiment, tu vois, il y a 40 ans, si tu pouvais être illustrateur freelance. Enfin, il y avait pas internet. Enfin, oui, bon, quand j'étais petite, il y avait internet, mais c'était encore. Quand j'étais au collège, Instagram, ça n'existait pas. Avec mes frères et sœurs, on est tous artistes, du coup. Ah, c'est ouf. Et vraiment, mon père, il était là, genre.
pourquoi personne ne fait merde, pourquoi tout le monde a fait, quoi. Pourquoi tout le monde fait comme la maman Dictionary, détesté. Désolée Baba, mais c'est nettement plus cool ce qu'elle fait. Et vraiment, j'en parlais vraiment avec ma mère juste avant de venir. Et vraiment... Vous avez combien d'enfants? Alors, on est 3 des mêmes parents. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai 2 frères et une sœur qui ont été par alliance avec des personnes. Oui, j'ai dit ça comme ça aussi. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'on disait à mon père, en fait, maman, quand elle rentre, elle nous dit qu'elle a fait des dessins, elle s'est éclatée avec ses collègues, etc. Toi, tu nous dis que t'as résolu des problèmes et que t'as mal à la tête et que tu peux pas nous dire vraiment sur quoi tu travailles. Ah ouais. Donc, tout de suite, faire des dessins et avoir des collègues cool, c'est plus sympa que résoudre des problèmes. Hein. Ouais. Donc, ouais, moi j'avais ça avec mes parents, mais les deux du coup. Les deux rentraient, les deux avaient l'air un peu saoulés de leur travail. Non, je pense qu'ils aimaient leur travail. Mais mon père, il était ingénieur chez Airbus, il a fait quasiment toute sa carrière là-bas. Une fois qu'on est rentré en France, quoi. On a été au Japon pendant longtemps, moi je suis née au Japon, je sais pas. Ouais, c'est... Voilà. Oui. Et donc, mon père, il bossait pour l'ambassade de France au Japon, il était attaché scientifique, en tant qu'ingénieur du coup. Et ma mère, elle était prof, donc elle a toujours été prof. Et vous voyez, mes parents, le souvenir que j'ai, c'est qu'ils étaient fatigués. Je me souviens de ça, tu vois, je me souviens vraiment de les voir le matin ou le soir, vraiment éclaté de fatigue. Et je sais pas, ça m'a jamais fait rêver, en tout cas, comme un truc que je voudrais faire. Mais même, je savais qu'être derrière un bureau, ça allait pas m'aller. J'avais besoin de bavarder, de bouger, j'ai du mal à rester en place. Je sais pas, là, vous verrez la vidéo, mais je croise les bancs, je croise les bras. C'est vrai, j'ai du mal à rester dans une position. Enfin, je vois des gens dire ça, que tu te fais une vie sur mesure. Parce que tu sais que tu pourras pas faire un truc tous les jours la même chose, ça va t'épuiser. Techniquement, je me sors un salaire tous les mois, mais en fait, c'est un salaire qui couvre une vie lambda entre guillemets, mais pas un prêt étudiant, une mise en demeure de retraite avec parce qu'il met en retraite des trucs. Sans si je sais pas si tu veux dire, mais je peux, mais en fait ça dépend. Ouais. En fait, il y a des mois où je vais faire 800 et d'autres où je vais faire 7000, tu vois. Donc t'as des écarts. Ça diffère de fou. Ouais. Mais ces derniers temps, tu vois, je suis plus autour d'un SMIC à peu près. Tu vois. T'es là genre non mais ça se trouve voilà, je peux faire pour le freelance, puis c'est pas grave, et puis je vais changer, et puis machin. Et vraiment il m'a dit mais tu crois vraiment tu serais plus heureux à faire métro boulot dodo dans un taf plutôt que là de faire un peu des loopings émotionnels avec ton statut actuel. Et vraiment et vraiment j'ai eu vraiment un cauchemar le soir même de genre je suis dans ma bagnole sur l'autoroute en direction de mon taf et tous les matins je dois me réveiller tôt et tout, et j'étais là genre non, c'est vrai que je préfère mes loopings émotionnels mais mon indépendance plutôt que ça quoi. Ouais, je comprends. Je me pose les mêmes questions. Hein. Mon truc, ça fonctionne parce que j'ai des économies. En fait, j'ai travaillé 2 ans en Norvège et j'ai mis à peu près 25 000 € de côté en 2 ans. Okay. Et ça, c'est ce qui me permet de voir venir, tu vois. Et ça fait, depuis que je suis revenue, donc ça va faire 2 ans et demi, que je vis sur mes économies. L'année dernière, j'ai refait 5 mois en Norvège. J'aurais pu ne pas le faire, mais mon copain voulait y aller aussi pour lui-même faire de l'argent pour sa boîte à lui. Moi j'ai dit pourquoi pas. Et pour moi aussi. Ouais, alors c'est encore différent parce que lui il fait de la rénovation de bâtiments. Donc le bâtiment qu'il rénove maintenant ne lui rapporte rien, c'est la maison dans laquelle on habitera plus tard. Mais il a aussi une maison qu'il a rénovée quand il était plus jeune. Il a 28 ans, il est déjà jeune, hein, mais on est tous les deux un peu sur l'idée qu'on n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent. On est plutôt simple. On consomme pas de fou, on fait pousser nos légumes. Enfin, tu vois, c'est un peu un gros cliché, hein, mais c'est vrai. On s'achète pas vraiment de fringues neuves, on va au restaurant une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Enfin, tu vois, Moi, cette année, il faut que je gagne de l'argent. Là. C'est fini de vivre sur mes économies. Il va quand même falloir que ça rapporte de l'argent. C'est aussi pour ça que j'ai repris le tatou, que je fais tous les marchés que je peux faire, que j'essaie de lancer. Enfin, je me dis, j'investis et puis j'ai 1 an pour voir si ça marche, quoi. Parce que nous, on peut sans doute continuer à vivre comme ça à un moment. Je vois comme toi, je peux m'en faire des cauchemars, tu vois, de me dire tous les jours ça va être la même chose. Je sais que c'est pas ça que je veux, mais j'aimerais bien fonder une famille et avoir un enfant, ça coûte de l'argent. Et peut-être que là ça marche pour moi, mais ça va être des frais quoi d'avoir un bébé, donc je sais pas trop. Oui. Enfin, ça fait partie des trucs qui me stressent. Et moi c'est ça les montées d'angoisse, tu vois. C'est ok, j'ai un bébé, mon boulot marche pas, il va bien falloir que mon bébé il mange, qu'il aille à l'école, qu'il aille en vacances, qu'il fasse du sport, j'en sais rien, donc il va quand même falloir faire plus d'argent que j'en ai maintenant pour vivre juste moi. Bon, on va faire ça à 2, hein. Mon mec il va mettre aussi de sa poche, mais moi j'ai besoin d'être indépendante. On est super autonome, mon mec et moi, plutôt du genre chacun son argent, chacun ses trucs.
Et moi, j'ai besoin de savoir que je gagne mon propre argent. Enfin voilà, ça paraît évident, mais... Donc ouais, il faut faire des sous. Et ça, c'est précaire. C'est précaire parce que des marchés, bon, il y en a, mais on peut pas, il y en a pas à l'infini, quoi, tu vois bien. Oui, puis c'est du temps. Ouais, c'est ça. Tu peux complètement être en perse sur des marchés. D'ailleurs, tu as été transparente dans une story il y a pas longtemps par rapport à ça, où tu as vraiment mis l'URSSAF, combien ça t'avait coûté. Ouais. Moi, je fais ça. Je trouvais ça trop bien. Ouais, moi, je suis méga transparente. Je me dis, les gens me financent, en fait. Les gens, ils financent ma vie. Ils ont le droit de savoir où ça part, tu vois. Bon, j'essaie de... Je suis toujours tiraillée entre le fait de raconter toute ma vie et peut-être que c'est un peu too much. Mais encore une fois, je suis pas très secrète. Enfin, ça me dérange pas de tout dire. Ce sera le sujet avec la personne de demain. C'est vrai? Ouais. Yes. Parce que du coup, elle est vachement concernée, je trouve. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle aussi, moi, je sais qui c'est. Et oui, non, mais c'est vrai. Honnêtement, c'est marrant. Maintenant, tu le dis, je suis à peu près sûre que d'avoir vu du contenu elle, ça m'a aussi donné l'idée de partager tout. Moi, je fais un bilan aussi à l'année où je dis combien j'ai gagné. Et puis quel est mon chiffre d'affaires, combien je me suis rémunérée. Et puis là, c'est un truc que j'ai pas encore trop fait, mais de dire aussi combien je dépense. Le mois dernier, j'ai dépensé beaucoup d'argent et c'est ma boule. Enfin, faut m'acheter une bagnole, quoi. Pour créer le stand que t'avais mis en stock. Alors, ouais, pas tant. Si, aussi pour ça, mais c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est de faire produire des porte-clés. Là, j'essaye de faire produire de nouveaux produits. Oui. Et parce que les illustrations et tout. Déjà, produire mes illustrations, ça coûte cher parce que j'ai une imprimante qui imprime à injection d'encre sur du papier de grande qualité et ça coûte cher. Mais moi, j'ai aussi l'idée que je veux des choses de bonne qualité pour les gens. Genre, je pourrais faire des petites cartes, j'ai fait des tests, tu vois, je les trouve moins jolies. Elle coûte 6 fois moins cher, c'est sûr que je ferais du bénéfice plus, mais j'ai du mal encore à transiger sur un rendu moins bien. Bon, c'est con, j'ai commencé par le top, donc maintenant, je peux juste me dire que c'est moins bien, c'est dommage. Peut-être que les gens s'en foutraient un peu, hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi-même, ça coûte cher de produire mes illustrations, et je voudrais développer d'autres produits parce qu'une illustration, c'est sympa, mais il y en a pour qui c'est pas forcément le produit qui les intéresse, et puis une fois que t'en as 2-3 sur les murs, plus en plus. Voilà. Ouais. Mais bon, il faut les faire produire. Moi, il y a beaucoup de questions d'éthique, tu vois, où je fais produire, comment je fais produire. Là, on m'a demandé de faire des t-shirts et je me disais, ah ouais, je préfère des t-shirts. Mais faire des t-shirts à 1 € produits en Chine, enfin bon, tout ça me déprime un peu, donc je me lance pas trop là-dedans. Mes porte-clés, ils sont faits en Chine, hein, je peux pas les faire trop ailleurs. En tout cas, pas au prix qu'ils coûtent. Et vu les quantités surtout. Ouais, oui. C'est ça qui fait... les faire moi-même, ce serait même pas possible, mais je crois qu'il existe quand même des fournisseurs européens, mais dans tous les cas... si c'est pas cher, c'est qu'il y a des gens quelque part qui sont pas bien payés. Enfin, ça, malheureusement... J'ai sorti mon tarot divinatoire là, il y a 1 an. Ouais. Et... Tu l'as autoproduit ? Je l'ai autoproduit et financé grâce à Kickstarter. J'ai fait une campagne de financement. Ouais, complètement. Et en fait, vraiment, ça me tenait à cœur. J'étais là, genre, putain, mais les gens, ils achètent un produit fait par une créatrice française. Ça serait con de le produire à l'autre vieux, quoi. Ouais. Surtout que comme ça sera des petites quantités, dans tous les cas, ça sera plus cher qu'un truc trouvé à la Fnac. Oui. Si la provenance est la même, il n'y a aucune plus-value à mon truc, quoi. Ouais. À part les gens qui sont fans de mes élus. Et donc, j'ai réussi à trouver un producteur à Strasbourg. Ça traverse quand même un peu la France. Mais c'est clair. Comparé à la Chine, ça va. Ouais, donc... et puis même sans parler du transport, c'est aussi juste que c'est des Français qui le produisent, que tu soutiens des entreprises qui ont déjà du mal à... Et qui fabriquent en France et tout. Et en plus, c'est un produit français que j'aimerais développer du coup en France. Trop bien. Même si j'ai eu beaucoup de commandes d'Américains. Ah ouais. D'ailleurs... Putain, comment tu les as envoyés parce que... Alors, c'est assez atroce, je me suis complètement fait avoir. En gros, la loi de Trump qui est passée pour pouvoir rajouter des pourcentages sur la douane, sur machin, elle est passée pendant ma campagne Kickstarter. Donc en fait, les Américains ont payé les frais d'envoi avant la loi, et moi j'ai dû les payer après la loi. L'enfer. Et donc, heureusement, j'ai pas été à perte par rapport à ça, mais j'ai gagné 0 centime sur tous mes envois aux États-Unis, parce que ça me coûtait environ 25 € par jeu à envoyer. C'est sûr. Non mais ça... Ouais, voilà, les trucs d'envoi, là, je suis dans la poste, les machins, Mondial Relais et tout, j'ai envie de... ça en fout. Mais... Mais t'as mis une story par rapport à Mondial Relais, pile quand j'ai 2 potes qui ont eu exactement la même histoire, avec exactement la même chose, leur paquet avec le stock pour une boutique qui a été perdue et tout machin. Ça me déprime. Bon, il a été perdu, il a été volé, hein, je pense, parce qu'il a été posé dans un casier, et puis ensuite il a disparu dans la nature. Donc la dame m'a dit, quand il a ouvert le casier pour le prendre, il n'y avait rien dedans. Oui, quelqu'un l'a ouvert avant et a pris le truc. L'avantage, j'espère, c'est que si j'arrive à le déclarer en vol et pas en perte, mon assurance le remboursera. J'ai une assurance pro
qui normalement couvre le vol. Elle couvre pas la perte, mais elle couvre le vol. Et bon, merde, je pense que c'est un vol. Enfin, ça paraît... Il est pas perdu, quoi. Il est dans un casier, il était plus dans un casier. Donc, et c'est bien ça que dit mon DeLorean. Bon, bref. Donc, du coup... espérons que je sois remboursée de ça. Mais ça c'est du stress en plus, tu vois. Ça m'a mis un stress, là, avant de partir à Paris. J'avais pas vraiment besoin de ça. Là, depuis janvier, je suis un peu dans un tunnel où je prends pas beaucoup de repos. Ce qui est pas très bien, parce que moi, je suis plutôt du genre à dire ça va pas la tête, il faut se reposer. Enfin, je suis pas du tout, ouais, girls boss, je prends jamais de vacances, et c'est trop bien. Non, il faut se reposer. C'est très important, la santé, physique et mentale. Je passe mon temps à dire ça à mon mec qui ne prend jamais de vacances. Donc si je le fais pas moi-même, c'est vraiment, vraiment pas bien. Mais bon, je me dis que c'est un temps. Je vais rattraper ce temps et puis je suis dans un élan. Enfin, je fais ça de bon cœur, quoi. Mais voilà, là, typiquement, quand un truc comme ça arrive et que t'as pas de temps pour te retourner, il a fallu réimprimer d'un coup. Enfin, ça m'a mis vraiment dans un truc pas sympa. Ça, c'est stressant. Ça, c'est pas cool. C'est même pas l'argent. L'argent, c'était relou, mais voilà, si je suis remboursée, ça ira. Toi, tu fais imprimer toi-même? T'imprimes chez des gens? J'imprime chez un imprimeur toulousain. Ok. Et en fait, je suis devenue pote avec le gars qui est imprimeur. Ok. Donc c'est trop cool parce que c'est ma machine, c'est mon papier. Du coup, la Corep à Toulouse, que vous connaissez. À Nancy, il y a eu un souci avec un imprimeur là, il y a quelques semaines. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant comment tu fais imprimer toi et tout. Je dis j'imprime moi-même. Mais c'est énormément de contraintes, hein, le fait d'imprimer moi-même. C'est pas sustainable, je sais pas, ça va pas être possible en tout cas jusqu'à une certaine échelle, quoi. Parce que tu peux faire du franglais. Ouais, c'est vrai. Désolée, je suis sûre que ça ne me rend pas insupportable, mais en tant que fan de Hot Girls Only, tu peux faire du franglais. Ouais, j'ai tendance à parler beaucoup en anglais. En ce moment, je lis en anglais et j'ai parlé anglais, enfin tu vois, en Norvège on parlait anglais. Et du coup, comme mon copain et moi on s'est connus en Norvège, on a tendance à se parler beaucoup en anglais tous les deux. Ouais. Et tes stickers, du coup, tu les fais comment? Alors moi je les fais par StickerUp. Ce sont des Suédois, voilà. Oui. Donc sauf en Europe, je les markete pas fait en Europe, je pourrais, c'est vrai, mais StickerUp, on peut leur faire un peu de promo, ils sont très bien, vraiment. Putain, j'ai dit putain, je l'ai redit. Non, ouais, ils sont bien, ils ont un super service client, ils ont tendance à me... Dès qu'il y a un problème, tu leur dis, là, il y a un truc bizarre, c'est vous ou c'est moi, je suis désolée. Tu sais que c'est eux, mais poliment, tu dis, il s'est passé un truc, non? Bien entendu, on vous réimprime tout, on vous renvoie tout et tout. À leurs frais, ils réimpriment. Bon, faut pas en abuser, mais honnêtement, quand il y a un souci qui vient de leur part, ils rechignent pas du tout. Puis ils sont rapides. Enfin, non, ouais, c'est bien. Je suis très satisfaite, parce qu'avec eux, on dirait que je leur fais de la... C'est pas une sponsor, c'est terrible, mais non, ouais, ils sont bien. Là, moi, je pense que pour mon anniversaire, je vais demander une Cricut. Ah ouais, parce que en fait les stickers j'aime trop en faire, tu vois, même pour les potes, même pour les délires, pour les grands machins, et ça m'énerve d'avoir un temps de délai et tout. Je comprends. Et t'en fais à quelle échelle? T'en fais quelle quantité quand t'en fais? Une cinquantaine. Ouais, c'est pour ça que c'est beaucoup. Et en fait, mais je l'ai fait parce que justement, je veux pas un temps d'attente où en fait on vide un stock à un marché et machin et tout. Ah, mais je comprends. Ouais, après quand tu les as pour longtemps. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis à la Cricut, je pourrais faire des quantités juste à chaque marché, tu vois. Je fais machin, je pourrais faire des nouveaux modèles qui reviennent, etc. Et tout le temps les 20 mêmes, etc. Mais j'ai l'impression de voir plein de gens un peu inquiets, tu vois, de comment marche la Cricut. Enfin, que des fois ça coupe au mauvais endroit et que sans vouloir. Mais c'est un truc qui me freinerait, tu vois, de me dire. Mais du coup, j'ai fait la demande pour être ambassadrice pour Cricut. Pour pouvoir du coup avoir une quoi. J'adore. Putain, j'aurais faire ça Canon. Allô Canon, vous voulez pas que je sois ambassadrice? Envoyez-moi du papier. En fait, sinon je regarde avec quelle influenceuse influenceuse. Et la chaise Musso aussi, tu l'as pas vu passer partout? Ils t'en ont envoyé une ou pas? Putain, j'ai vu. Ils m'ont envoyé une. Putain, ça déconne. Moi, je peux pas avoir ma chaise Musso, moi, parce que moi je peux pas l'acheter. Je vois toutes les meufs là qui. Putain, incroyable. Ouais. Putain. Non mais désolé, c'est le dos en ce moment. Je l'ai tellement. Mais j'avais tout le monde d'abonnés quand j'ai eu la chaîne. Hein. Tu peux les contacter, tu avais écrit mail et tout. Moi, il avait écrit, mais tu peux les contacter. Ouais, je fais une chaise Antifa, vous allez voir ça. Bon, pardon. Mais ouais, d'accord, pardon. Donc, ok, t'as contacté Cricut pour être ambassadrice pour Cricut. Ils ont accepté. Trop bien. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une marque que j'aime bien, je regarde avec qui ils travaillent et je regarde un peu leur nombre d'abonnés parce que des fois, ils ont des paliers, tu vois, de genre on veut quelqu'un obligatoirement qui dépasse le machin. Ouais. Et j'ai vu que c'était des gens entre 20 et 100 000. Je me suis dit, vas-y, à 15 000, je peux le tenter. Et ils ont mis un petit peu de temps à me répondre, mais ils ont accepté. Je sais pas ça, je connais pas ça. Ouais, j'écoute. Ils m'ont dit en gros, voilà, et en tant qu'ambassadrice, du coup, vous pouvez vous acheter une machine à moins de 30% et tout, ils achètent. Ah oui, ok. Ah, donc en tant qu'ambassadrice, je n'ai pas de machine gratuite. C'est chouette. Donc, ça t'engage à quoi en tant qu'ambassadrice? C'est leur faire de la pub du coup? Enfin, ils te disent quoi? Ouais, en gros, à chaque fois que tu as ton propre lien, et à chaque fois que tu mets ce lien et que tu fais de la pub pour eux, en disant genre acheter une Cricut ou quoi que ce soit, machin.
et que les gens mesurer, que les gens cliquent sur ton lien à toi, tu touches un pourcentage, tu touches une commission. Ok. Ah oui, c'est comme ça leur système, ok. Voilà. Ah oui. Et du coup, plus il y a des gens qui achètent grâce à toi, plus tu gagnes de l'argent. Elle coûte combien les crickets que tu voudrais acheter? 300 €, je crois. Putain, oui, quand même, c'est bon. Alors franchement... C'est aussi cher que la chaise. Ah ouais, la chaise, j'ai vu qu'il y avait 600 balles. Ah non, c'est pas la même là. Oui, mais elle est constamment en promo. En fait, je l'ai vue, cette chaise. Je l'ai tellement vue. Putain, je me suis fait inonder de créatrices qui avaient la chaise. J'étais là, pourquoi? J'ai juste eu le seum de... Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement. Mais j'ose pas, tu vois. Alors ça, typiquement, c'est le monde de l'entrepreneuriat que je ne connais pas, tu C'est vois. limite un gros qui va très bon. Ok. Oui, genre... Ah ouais. Voilà. Il faut avoir plus de 10 000 abonnés, je crois. Incroyable. Ou plus de... Tellement fait ça en rentrant chez moi. Ouais. Ouais, parce que je regarde un peu, mais je voyais des gens qui avaient beaucoup d'abonnés et tout, mais... Ok. Et je sais pas si t'as des chats. Oui, j'ai un chat. Ouais. Et ils font pas du tout la grille dessus. Parce que moi, c'est le problème avec l'ancienne chaise. Ah ouais. Mon chat, il fait les griffes rien, ça fait bien. Ah ouais. Il a un toit, mon chat, il est bien élevé. Ah non, mais puis il a un jardin, il a un village, le chat, tu vois. Il y a pas de soucis. Non, mais ça, c'est cool. Des fois, il s'excite un peu sur le canapé, mais c'est vraiment rare. J'avais envoyé un mail aussi à Flexispot qui fait des bureaux, tu vois, qui montent. Oui, j'en veux un aussi. C'est incroyable et tout, ils m'ont jamais répondu. Ah putain. Non mais ok, c'est peut-être le nouveau, ça va être la nouvelle era, le nouvel arc de ma vie de créatrice, c'est juste quémander plein de trucs à plein de marques. Ouais. Après, il faut faire de la com et tout, et c'est Ectomorph qui en a beaucoup parlé sur le fait qu'il y a beaucoup de marques qui envoyaient des trucs gratuits, et derrière, toi, t'es pas du tout payé, tu vois, pour quoi que ce soit, t'es juste un objet gratuit. Et du coup, après, eux, ils font de la pub avec ta tête, du coup, tu vois. Ah ouais, oui, bah là, Musso, c'était chacun qui faisait sa vidéo sur la chaîne. Ouais, mais après, t'es en collab avec eux, et ils sponsorisent ton truc, et du coup, tu deviens une pub Musso, tu vois, avec ta tête dessus. Ouais, honnêtement, à voir s'ils veulent s'associer avec quelqu'un comme moi, mais bon. Tu vois, les collabs, c'est un monde dans lequel j'ai pas plongé du tout, tu vois. Ouais. Pas financé de quoi que ce soit. Oui, mais c'est pas... Moi, je veux juste la chaise gratos, la table gratos. Je crois que, justement, à partir de 10 000 abonnés sur Insta, tu passes le step de l'influence, tu peux recevoir des trucs gratuits. Si tu fais la demande à gauche et à droite, ou vraiment dans ton milieu serré, mais t'es encore très loin qu'on te paye pour oui. Non, mais vis-à-vis de l'influence et juste pour que les gens te contactent d'eux-mêmes, quoi. 15 000, c'est rien, en fait. Oui, alors ça, c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Franchement. Maintenant que... Je suis pas à 15 000, mais je suis bientôt à 12, et c'est vrai que ça change pas. C'est quasi... Des fois, je dis ça ouais, mais je leur dis, genre, vous savez, en story... Enfin, je leur dis aux gens qui me disent ça, quoi. Je fais pas des milliards de vues en story, hein, c'est pas vrai. Mais bon. Mais quand il y a un truc qui buzz, c'est simple, quoi. Et du coup, les buzz arrivent plus facilement, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est vrai. Part de moins bas, tu te rends compte qu'il y aurait moins d'abonnés, mais finalement... Mais là, maintenant, je suis dans un truc où j'ai des abonnés tous les jours, tu vois. Ça, il y a eu un moment où j'étais complètement en stand-by. Et là, j'ai eu 2-3 publis, mais notamment là, mon dernier, plus de bourgeois, moins de bourgeois, je sais pas si tu l'as vu avec voilà. Ça, c'était mon dernier gros truc. Mais tu vois, quand ça passe, des fois, pareil, il y a un an, j'avais vraiment une brique, l'arme de faf, quoi. Celui-là, je me suis dit, oh putain. Et il commençait à marcher bien, et ça m'a, je sais pas, il y a eu genre des 1000 likes, j'en sais rien, ça a quand même été bien vu. Pareil, j'ai pas eu de trucs trop... Mais moi, ma philosophie, en tout cas, j'ai des souvenirs d'avoir eu des messages, notamment au moment où je commençais le tatouage. Il y a des gens, il y a des gros gatekeepers qui viennent te dire que ce que tu fais, c'est pas du tatou. Et puis, t'as touché ça avec ton gant en 2 secondes et du coup, c'est de la merde. Donc, je me suis dit, ok, on va arrêter de se montrer parce que ça, c'était super stressant. Mais moi, je lis pas, je bloque. Alors, c'est le message, le premier truc, le premier commentaire, ça dégage, ça bloque, je supprime. Peut-être quand il y en a 1 million, tu peux pas le faire, je comprends. Hein, mais quand il y en a un, je débat même pas, ça dégage. Moi, je crois que j'en avais eu... Je peux regarder. Ah oui, moi, je les ai tous triés et j'ai supprimé un à un. Ah ouais. Et parce que j'étais là, genre, mes petites abonnées féministes, je peux les défendre et je savais pas que en suivant une créatrice, elle se retrouve à se faire insulter, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, tu vois, il m'en reste 200. Ouais. Et j'en ai supprimé 200. Oh là là. Mais les réseaux, gros sujet aussi de la création, quoi. Ça, bon, il y a plein de gens, tu vois, qui viennent me dire, justement à Nancy, avec les gens avec qui je travaille, qui pour eux c'est un stress absolu, Instagram, ils arrivent pas soit à démarrer, soit à publier, soit machin. Et moi, je trouve, mon conseil que je donne, c'est faites du contenu que vous voulez voir. Franchement, c'est ce que je fais moi. C'est ce qui... Sinon, c'est un stress. C'est arrivé à un des moments où je me dis, ok, là, je fais une publi par jour de ça et tout ça, ça va finir par vous épuiser. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a épuisé. En janvier, j'ai fait une vidéo par jour, un réel par jour, d'un dessin par jour, genre d'une peinture par jour. J'étais zinzin. Bon, je faisais que ça, quasiment, avec d'autres trucs à côté, mais des fois, je savais qu'il y a un jour où j'allais pas être là, du coup, il fallait que je prenne 4 jours d'avance. Bon.
Mais c'était rigolo, c'était un mois, tu vois. Je me dis, ok, je le fais à fond, vraiment. Et comme le Inktober. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça. Et en fait, ça m'a mis dans une bonne énergie pour le début de l'année, et depuis, je suis à fond, tu vois. Mais je fais plus de vidéos et tout, mais au moins, je crée. Puis des stories, je mets un machin qui me fait rire, un truc. J'essaye d'arbitrer entre ce qui est trop perso et ce qui est vraiment intéressant pour tout le monde, mais. Ouais, finalement, je fais ça. J'essaie de plus trop me demander, je fais pas de plan, tu vois. Et bon an, mal an, ça va à peu près, mais ouais, c'est pas facile, c'est vraiment. Moi, ça varie de fou. Il y a des moments où je me mets de ouf la pression. Ouais. Et je me dis, ok, pour avoir plus d'abonnés, il faut ça. Ouais. Et du coup, tu vas faire ça, machin. Et d'autres, je suis là, genre, une photo de mon chat, c'est bien une photo de mon chat. Ouais. Et vraiment, et là, j'ai fait une publi là, ce matin, tu vois. Et j'ai pas regardé ça parce que je m'en fous un peu. Parce que, en fait, elle a pour but d'être vendue à un event là, que je fais le mois prochain. Okay. Et du coup, en fait, je suis là, genre, en fait, cette illustration n'a pas pour but de faire des likes, de faire des abonnés, de faire quoi que ce soit, tu vois. C'est genre un jour ils descendent, les gens ils aiment bien, ils aiment pas. C'est pas grave. Mon but c'est de faire complètement autre chose avec. Donc bon, on s'en fout. Je comprends. Et il faut se dire qu'au final, c'est ça en fait. C'est genre tu montes des choses que tu fais pour autre chose. Oui, c'est ça. Et j'essaye le moins possible de faire des trucs pour Instagram, ou alors je fais quasiment rien pour. Ou alors si je fais sur Instagram, c'est vraiment j'ai vu une trend trop cool et je me suis dit j'ai trop envie de la refaire, et donc là je la refais parce que j'en ai envie quoi. Mais je vais pas le faire en me disant genre ça va faire des vues. Ouais, non c'est vrai, ça jamais, je me dis jamais je vais faire une publi qui fera des vues. Mais des fois je sais qu'un bon jeu de mots, un bon dessin, genre là mon dernier, je me doutais que s'il plaisait, il serait partagé, tu vois. Et c'était le cas, c'était toujours plaisir, c'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait une belle transition du coup avec la personne que je reçois demain, de finir sur le sujet d'Instagram, etc. Je crois qu'il est temps du coup de conclure bientôt ce petit podcast avec elle-même. Et donc je vais juste te poser les 2 dernières questions que je pose dans ce podcast, qui est donc si ton style était une personne, à quoi elle ressemblerait? Ok. Sachant que le dernier podcast, j'ai posé la question, les personnes ont parti, c'est genre 2 minutes comme ça. Et après, je te demanderai de faire des petites recommandations. Ça, j'en ai plein. Ok. Alors, si mon style était un personnage, probablement que ce serait un chat quand même, ce serait cohérent. Mignon et vénère, il faudrait. C'est un peu mon style, c'est ça. Il est adorable et en fait, il est quand même assez fâché. On parlait de colère militante. Tu vois. Moi aussi, je suis pour la joie militante, comme dirait Blanche Sava, mais en vrai, j'ai un peu les glandes aussi. Et donc, ce serait un petit chat. Peut-être que tu peux l'imaginer avec un petit foulard. Il est en manif, il a une pancarte sans doute. Voilà. Il peut avoir un drapeau arc-en-ciel sans aucun problème. Et il peut avoir un t-shirt un peu anard. Et ouais. Une paire de ranchos avec des lacets rouges en tant qu'anticipation. Parfait. Voilà. Et des recos. Est-ce que t'as des recos? J'ai plein de recos. Je fais ma propre pub, mais je fais des recos tous les mois dans ma newsletter. J'ai une newsletter. En fait, alors elle est payante. Enfin, je fais un abonnement du coup de cartes tous les mois. J'ai un abonnement qui s'appelle le Club Mimi en l'honneur de mon chat, où j'envoie une illustration inédite, un sticker. Et en plus de ça, du coup, ça incorpore une fois par mois en début de mois une newsletter dans laquelle je fais des recos. C'est toujours des œuvres de femmes. Il y a aussi une playlist avec que des artistes musiciennes femmes. Du coup, ça c'est trop bien parce que ça me permet moi-même de me pousser à écouter de la musique, à lire et tout. Enfin, c'est trop cool. Je lis pour être super original. J'ai regardé la série Heated Revelry, qui est trop bien. Je l'ai maté 2 fois parce que je l'ai maté pour moi. Et après, j'ai dit à mon mec, tu sais ce qu'on va regarder? On va regarder Heated Revelry. Et il a trouvé ça trop bien aussi. Donc, c'était génial. Et pour pas vous spoiler, on peut pas mettre d'extrait. On ne dira rien à part que c'est super. Et du coup, quand j'ai eu fini la série, je me suis dit, je vais lire le livre. Parce que c'est un livre. C'est 6 livres maintenant. Tout à fait, j'ai lu les 6. Enfin, je suis en train de lire le 5e parce que je suis une grande maboule depuis début mars. Du coup, on est quoi là? En 6 semaines. J'en ai lu un par semaine en gros. Donc je suis au dernier. Je les ai pris dans le mauvais ordre. J'ai lu le 2 qui est l'adaptation de la série, le 6 qui est la suite du 2 qui est l'adaptation de la série. Et après, j'ai lu 1, 3, 4 et je suis au 5. Et ils sont tous super. Et ça c'est trop bien, ça m'a fait trop plaisir de lire déjà un peu. Alors, on va pas vous spoiler, mais c'est l'histoire donc romance gay dans le hockey aux États-Unis, Nord-América, Canada et États-Unis. Et ça fait plaisir de lire des histoires sur des romances gays qui se passent bien, ou en tout cas qui finissent pas très mal. Et bien sûr, il y a des contraintes, enfin il se passe des trucs, il y a des comment on appelle ça, des obstacles, mais
Ah, mais la série, elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de sportifs. Ouais. Je sais pas si t'as vu tous les scénarios où ils disaient que justement il y avait des grands sportifs, des athlètes qui leur avaient fait leur coming out par message. Ah ouais, merci, trop bien. mais que eux pouvaient pas le faire, etc. Bah, je me dis par exemple dans le milieu du foot, ça Ah mais voilà, moi j'ai fait totalement la comparaison avec le foot. Bah, du coup, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter et j'ai dit, mais le foot en France, en fait, ça rend sincin. Moi, je me souvenais de Pavard qui avait posté une photo de lui en Marcel blanc et qui s'était fait trash talk par la terre entière. Et par Mbappé et tout, qui avait commenté genre, non mais sérieux, mec, mais ferme vos gueules. Ça m'a tellement énervé. Mais voilà, donc, It's la Revelry pour ça, c'est trop bien. Et les livres sont cool, franchement, c'est cool qu'il existe des petites séries bien comme ça, de bout en bout. Si, alors, moi, je suis une fan inconditionnelle du podcast Ami. Je sais pas si tu connais Ami, ouais. A-M-I-E-S. Ami, ouais, point. Je sais pas si c'est un point, non, c'est juste avec un S. Okay. C'est 2 journalistes, Anaïs Bordage et Marie Telling. Alors maintenant, Marie Telling a. Bon, c'est pas qu'elle a quitté le duo, elles ont fait évoluer la manière dont elles font des podcasts. Donc, elles faisaient un podcast. Le podcast originel, c'est l'une fait découvrir à l'autre Friends, la série Friends. Okay. Et c'est trop bien, elles commentent ensemble et tout. Et dans la saison 2, ça switch et la première fait découvrir à la seconde Twin Peaks. Ok. Ouais, et moi je suis une énorme fan de Twin Peaks et du coup j'ai fait découvrir Twin Peaks à mon copain là récemment, donc on a revu Twin Peaks. Enfin, moi j'ai revu genre saison 1, saison 2, il a commencé la 3 avec moi, du coup on a revu la 1, la 2 quand il a fini la 3, donc là j'ai beaucoup regardé Twin Peaks en ce moment et on a réécouté du coup ce podcast qui est super. Oh, génial, mais j'ai réécouté ça. Hein. Ouais, ah bah c'est trop bien. Fan de Friends. Ah bah tu vas adorer, c'est trop fun. Ok, c'est disponible sur Spotify. Spotify et sur YouTube Music, sur d'autres plateformes. Et en fait maintenant ça a pris une autre forme et ça s'appelle juste Anaïs se fait des films et donc c'est l'une des deux maintenant qui travaille toute seule. Et elle est, en fait c'est marrant, elle est jury aux Golden Globes. Okay. Et elle fait, c'est un truc que tu vois pas trop. Elle explique comment ça marche d'être juré du coup, comment tu votes, comment on t'envoie des films. Enfin, si le cinéma ça t'intéresse, c'est trop bien. Genre, tu mets un pied dans un truc qu'on te montre pas trop d'habitude. Ouais. Et puis elle est vraiment à l'école, donc c'est sympa. Elle va à Cannes, tu vois, elle te raconte Cannes. Okay. Genre, elle va s'enregistrer, faire le podcast derrière des poubelles en mode. Bon, alors là, j'ai vu ce truc-là, je vous raconte. Ça, c'est vraiment très cool. Moi, je vais recommander du coup Anelia Hart, qui est la personne, pour ceux qui l'ont déjà vu, je ne sais pas si c'est le cas, qui a été exposante à l'Alchimie du jeu l'année dernière à Toulouse, donc qui est du coup le salon du jeu de société à Toulouse. Et donc, on m'a fait la proposition pour être exposante là-bas cette année. Donc, je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, mais au moment où ça aura déjà eu lieu. Okay. Et donc, ça a quand même un certain coût pour être exposante. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour avoir son retour, pour savoir comment c'était passé, etc. Important ça. Ouais. Et on a discuté, elle m'a répondu, elle m'a rassurée sur le fait que c'était très bien, etc. Donc voilà, donc je lui ai fait une petite reco parce qu'elle fait des choses incroyables. C'est l'illustratrice de La Clé. Je sais pas si tu connais. Non, c'est bien. Du coup, c'est un livre-jeu. Ok. En gros, c'est un livre où tu l'ouvres et à chaque page, t'as des codes à trouver. Que ça soit dans les dessins, dans le texte, dans quoi que ce soit. Et en fait, à la fin de chaque chapitre, tu as une carte avec plein d'infos. Okay. En fait, si tu relis toutes les infos que tu as trouvées entre elles, ça te forme un symbole que tu tapes, je crois, dans une application comme ça, et ça te unlock des trucs. Trop bien. Et donc, il y a plusieurs tomes, et c'est elle qui fait les designs. Et elle fait plein de trucs de jeux de société. Donc elle a pas un style très minimaliste ou quoi que ce soit, mais pour les jeux de société, du coup, ça fit parfaitement. Et du coup, c'est pas... ça fait un peu heroic fantasy, un peu... voilà. C'est chouette. Genre, j'adore mes illus avec mes messages positifs et mes meufs à moitié à poil, mais... le but c'est aussi de fitter à l'événement, donc j'essaye de faire ça. Si je peux capter un peu des clients de jeux de société au passage. Ah, ça serait super. Ah, ça serait beau, avec ton style, ce serait trop bien. J'aimerais trop. C'est chouette aussi comme projet. Avec le tarot divinateur et tout, je vais imprimer les cartons en grand pour montrer ce que j'ai déjà fait, tout ça. Et j'aimerais trop. C'est trop bien. Voilà. Je te sais. J'espère que ça viendra. D'avoir écouté ou regardé ce podcast. Et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour l'épisode suivant. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire si vous avez bien aimé. Et évidemment de vous abonner au compte Popoche. Allez. Bon, bisous. Ciao.